Christophe Martin, Fédération française de vol libre. Je suis dans cette fédération depuis 2005. Auparavant, je travaillais toujours à titre bénévole pour la Fédération française de ski nautique. Je vais aujourd'hui tenter de vous présenter ce qui est à l'écran, un travail qui a mis à peu près 10 ans. 10 ans, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai basculé dans le handicap en 2003, on est en 2013, donc ça fait à peu près 10 ans que j'ai voulu continuer de pouvoir vivre, surtout pouvoir profiter de la passion, donc plutôt de parler du signe de la performance qu'on a pu le voir avec les différents intervenants qui ont pu passer, qui étaient en binôme. Je vais être en solo, comme le châssis, en kite solo, on va l'appeler. Je vais plutôt parler du signe de la passion et on va voir en fait derrière comment finalement la performance vient petit à petit finalement remplir et assouvir la passion. Et donc c'est un support qui peut-être dans les années à venir sera amené à être développé, puisqu'il y a des notions de risque qui sont quand même importantes. On parle d'activité de kitesurf. Donc pour une brève présentation, l'idée elle est venue en 2003, suite après un accident. Je pratiquais les sports de glisse, notamment j'étais moniteur de voile il y a vraiment très longtemps. Je pratiquais le kitesurf et quand on bascule en fait dans le monde de l'handicap, on essaie de voir, quand on touche les sports de glisse, les différentes possibilités qui permettent de retourner à des pratiques, quelles qu'elles soient. Donc j'ai fait un petit tour d'horizon, je me suis renseigné et je me suis rendu compte qu'il y avait dans les domaines de glisse que je pratiquais des efforts à faire, voire des découvertes. Donc de la Fédération française de ski nautique, j'ai basculé sur la Fédération française de vol libre, qui pendant un an avait mis un retrait puisqu'elle ne pensait pas pouvoir donner l'accès aux personnes à mobilité réduite. Quand je dis réduite, c'est l'ensemble des pathologies, sur la pratique du kitesurf, puisque c'était une pratique qui était déjà, je dirais, élitiste, on mettra des guillemets extrêmes, bien avant que les elbows arrivent sur le marché. Les elbows, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des ailes plates qui permettent, je dirais, d'avoir beaucoup moins de puissance et plus de tolérance. Donc en 2005, la Fédération française de vol libre me demande de prendre une commission et de travailler dessus, de monter un groupe de travail. Le châssis que vous voyez ici, c'est plutôt réservé à de l'élitisme aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réglé des problèmes de sécurité. Et j'ai décidé avec des cadres techniques, notamment François Cuisinot qui se trouve ici dans la salle, qui a suivi presque tous les stages expérimentaux. On a voulu ouvrir la pratique, notamment avoir une aile de kite sur des supports simples qui sont des buggy. Le buggy, c'est un char à voile avec une aile de kite. Le catamaran, le katakite, il y en a deux ici qui sont stockés sur le parking, pour lesquels, en fait, au bout de 10 ans, on a réussi finalement à former des moniteurs. Donc il y a toute une démarche de relations et de partenariat qu'on a pu faire avec Obicat. Donc il y a eu un appel d'offres qui a été fait au niveau des fournisseurs. Donc effectivement, les constructeurs sont vraiment impliqués, je dirais, puisqu'aujourd'hui on n'avait pas les moyens financiers de faire des tests, de réaliser certaines pièces pour modifier ces bateaux. Donc le partenariat s'est fait avec Obicat, Alpenergy via GDF Suez, donc depuis maintenant 3 ans si je ne me trompe pas. 3-4 ans nous a bien aidé financièrement de manière à pouvoir améliorer ces bateaux, les faire tourner et faire connaître l'activité qui aujourd'hui se démultiplie dans le monde entier, puisqu'on a des demandes qui viennent d'un peu partout. Voilà, je vais recentrer maintenant le débat plutôt sur ce que je dois vous présenter aujourd'hui, qui est plus élitiste. Donc ma volonté était de retourner dans l'eau de manière à pouvoir reprendre ses sensations. Et je me suis vite rendu compte que la stabilité, quand on parle de pathologie médulaire, ce qui est le cas par exemple pour moi, c'est une paraplégie, vous avez une déficience, voire une immobilité de certains membres, des informations qui ne remontent pas. Ce qui fait qu'en fait, l'évolution en fait, dans les supports, dans les prototypes, on va dire, va être assez empirique, puisque le pratiquant, il y a un groupe de travail qui était fait au niveau donc des fabricants, mais surtout des utilisateurs. Donc il faut déjà essayer de trouver des utilisateurs cobayes prêts à se mettre dans l'eau, pas prêts à se noyer, mais prêts à prendre certains risques.
Donc ça, c'est assez important de monter un groupe et une cohésion avec des gens qui ont une volonté de retourner vers cette passion, c'est-à-dire la pratique retourner en pleine eau, pas forcément sur un bateau, mais en pleine mer, tout seul comme il le faisait en planche à voile par exemple, en kite, ou pour ceux qui ne le faisaient pas, retourner enfin en mer, mais sans assistance, ou avec des moyens moins importants. Cette évolution a nécessité en fait beaucoup d'heures passées dans l'eau, beaucoup d'échanges, beaucoup de matériel cassé, beaucoup je dirais de phases empiriques. J'avais pas d'ingénieur à côté de moi, j'avais pas de labo test. Le travail qui était fait au sein de la Fédération française de volley était plutôt concentré sur le kite. Donc ça, on l'a bien fait. On a pas mal travaillé sur la sécurité, sur les phases de retournement des bateaux, etc. Puisqu'aujourd'hui, on forme les moniteurs. Maintenant, cette partie-là, on a décidé de la mettre un peu en retrait, de suivre ce qui se faisait dans le monde. On s'est rendu compte en 2004-2005 qu'il n'y avait aucune personne qui pratiquait, aucune fédération, aucune association qui était impliquée. Donc j'ai décidé de ma propre initiative de travailler sur cette activité-là propre, la navigation en solo, avec bien évidemment des retours qui se faisaient auprès de mes cadres techniques, etc., puisque je leur faisais part des expériences d'un groupe de 4 personnes en France qui ont pu travailler là-dessus. Donc, pour parler des pratiques aujourd'hui, on peut compter, je pense, entre 10 et 15 personnes qui naviguent en solo avec des supports différents dans le monde, avec leur propre type de pratique. Ça va de la pratique où effectivement c'est complètement assisté, avec un bateau qui doit relever l'aile, et puis la pratique après qui se fait en complète autonomie, où par exemple moi je prends mes affaires, je prends mes 100 kg de matériel. C'est pas le support qui fait 100 kg, c'est l'ensemble du matériel qu'on doit emporter. Je peux partir au bout du monde et puis aller naviguer sur n'importe quel type de spot ou de support. Donc ça demande aussi un certain passif pour pouvoir basculer sur ce type de support. On ne va pas proposer aujourd'hui ce type de support à n'importe quel type de pathologie. On se rend compte par exemple des paraplégiques avec ou sans abdominaux. C'est pas du tout la même situation. Je pense que pour ceux qui font de la voile ici, qui suivent peut-être l'équipe handisport, s'en rendent compte dans le positionnement des bateaux. Dans l'aviron, je pense qu'aussi, puisque vous avez une section qui est très avancée, notamment sur le maintien et la position des andis dedans, puisque je connais quelques personnes qui y travaillent. Donc, le travail principal sur ce type de support est de savoir quel type de pathologie on va pouvoir mettre dedans. Pas faire rêver les gens, parce que si c'est pour les mettre dedans, se rendre compte qu'ils ont peur, ou les mettre dans des situations à risque, ça leur fait perdre du temps, je pense. Donc il vaut mieux proposer ça peut-être dans un temps plus lointain, qui nous permettra donc derrière de travailler sur des phases de sécurité ou de stabilisation du support, de manière à pouvoir donner de la réussite dans la phase d'essai, et non pas un essai négatif qui peut derrière en fait freiner la personne, voire mettre de côté le rêve ou la passion qu'il voulait pratiquer. Alors, je vais passer, je vais positionner une luxation de l'épaule droite. Donc ici, voilà, on voit par exemple un de mes amis, Christophe Ballois, que certaines personnes connaissent peut-être, qui a participé beaucoup aux phases de test. En fait, c'est une personne à mobilité réduite, il lui manque l'avant-bras gauche de naissance, mais c'était néanmoins, il était compétiteur de planche à voile à haut niveau. Il a fini 5e à la torche, derrière des gens comme Belbéoc par exemple, et il a travaillé chez Nesch et Cabrina pour le kite. Donc c'est quelqu'un qui s'est énormément impliqué sur les phases de test. Voilà, je me suis entouré de personnes qui avaient des handicaps, mais également des personnes valides. Donc là, ce sont des tests qui sont faits en téléski. Là, vous voyez des supports, par exemple, de ski nautique. Ça, c'était quand je travaillais donc, pour la fédé de ski nautique, pour essayer de faire améliorer. Donc au début, c'était des toiles. On est passé sur des coques pour le maintien, tout simplement. Je pensais que c'était un petit peu plus intelligent que cette toile-là. On le voit ici, la résistance des matériaux, puisqu'ici, on voit un châssis, par exemple, notamment qui est tordu après une première session. Ça, ce sont les premiers prototypes qui ont été mis en place avec une entreprise qui s'appelle Compagnon, qui était à Buc, qui était une entreprise de chaudronnerie tout simplement,
qui a joué le jeu et qui m'a dit écoute, moi je suis prêt à passer du temps, matériaux également compris, pour pouvoir essayer de vous accompagner dans la démarche d'un support qui permette de vous faire naviguer. Donc on n'est pas du tout au bord de mer, on est à 150 à peu près kilomètres de la mer, donc des phases d'apprentissage qui se font en ski nautique dans l'eau. Et puis ensuite en téléski pour avoir une traction en fait non pas horizontale mais plutôt verticale, se rapprocher de la traction d'une aile de kite, pour ensuite aller en pleine mer et puis faire des tests. Donc ça voilà, ça représente à peu près des choses... Pardon, tu veux dépasser ? Oui, merci. Ensuite on est passé sur ce type de support, donc c'est vraiment très archaïque. On est arrivé à quelque chose qui est en carbone après, mais ça s'est fait sous le signe des rencontres. Donc toujours en tubulaire, le châssis évolué, une marque Golden Board qui aujourd'hui a une bonne position sur le marché en termes de matériel de kite, qui a commencé au début, donc cette planche a été réalisée, c'était un shaper et aujourd'hui il a créé sa marque, il a son entreprise. Donc m'a accompagné dans ce développement. Ici on voit par exemple une coque de ski alpin qui a été utilisée et puis on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des navigations on pouvait retrouver cette passion, mais quand on va naviguer pendant une demi-heure ou une heure, dériver sur 200 ou 300 mètres et demander donc à l'ensemble des personnes qui vous accompagnent de prendre votre fauteuil et d'aller vous chercher, il y a quelque chose d'assez frustrant de partir d'un point A et se retrouver à un point C. Donc le point B ou le point A serait encore mieux, et le point rêvé, ça serait effectivement de ne pas retourner au point A, mais de revenir plus en amont, la remontée au vent tout simplement, l'endurance. Donc on voit ici un châssis qui est sur une planche de série. On s'est rendu compte que les planches de série finalement fonctionnaient très bien. Il suffisait de choisir tout simplement la bonne taille, la bonne longueur, la bonne largeur. Les épaisseurs jouent aussi également pour la stabilité dans l'eau. Donc on a plutôt orienté en fait les riders sur des planches de série que faire des prototypes qui avaient un certain coût, autant pour l'association qui avait été montée derrière pour la fabrication d'une dizaine de châssis qui ont été mises à disposition pour avoir des retours d'informations. Et par exemple la spatule avant que vous voyez ici qui fait à peu près 10 cm, c'est très bien dans les plans d'eau plats, c'est-à-dire les plans d'eau stables quand on tombe à l'eau, de manière à avoir une certaine stabilité. Par contre, quand on commence à avoir de la houle d'1,50 m, 2 mètres ou attaquer des vagues, ça pose des problématiques. Aujourd'hui, une personne valide peut jouer avec ses jambes. Il a une amplitude qui lui permet en fait de réguler l'inclinaison de sa planche. Il y a des surfs qui permettent également de passer la houle ou la mousse. Par contre, le volume pour nous est un handicap puisqu'il va nous retourner tout simplement. Donc on s'oriente plutôt vers une stabilité qui serait proche d'un quillard en fait, tout simplement. Le Airshare pour ceux qui connaissent, ou le foil avec une lame en alu. Donc ce support-là a bien marché, je dirais, jusqu'à 2007-2008. Il a commencé à avoir ses limites puisque la planche était bonne, la spatule n'était pas assez relevée. La torsion, par exemple, c'est une coque de ski alpin. Quand vous faites du ski alpin, vous n'avez pas de contrainte latérale. Là, c'est le kite qui vous tire sur le côté. Donc, il a fallu travailler sur des coques beaucoup plus performantes. On s'est rendu compte que quand on se couchait pour pouvoir prendre de la quart et remonter au vent, ce que fait une personne en kite sur les talons, tout simplement, on a un point d'appui. Antoine Carretero, qui ici s'occupait de la formation des moniteurs avec Laurent Rumène, m'a dit vous avez un point d'appui qui est bien plus important qu'une personne qui a les malléoles, les genoux qui bougent. Donc servez-vous de ce point d'appui, c'est très important. Donc là, il y avait un retour de quelqu'un de professionnel puisqu'il entraîne les moniteurs. Et je me suis dit, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Le problème, c'est quand on navigue en kite avec un point de tir qui est opposé, on a une déformation du haut de la coque qui se fait de 5 cm. Donc, qui dit 5 cm de déformation dit aucune réactivité. Quand je vais me coucher pour pouvoir remonter au vent, améliorer ma performance, je vais tordre ma coque, mais je vais toujours rester au travers. Je ne vais pas remonter au vent. Qui dit pas remonter au vent, pas d'endurance, pas de possibilité d'évoluer sur différents sites. Donc le travail s'est orienté ensuite sur le travail de la coque pour avoir une coque beaucoup plus performante qu'on voit ici. La photo est pas bien tournée, voilà. Donc c'est une coque qui a été réalisée en fait par Guillaume qui travaille sur les chantiers de Marsodon pour ceux qui connaissent, qui font des gros trimarans de course.
Donc c'est une personne qui fait de la stratification et qui a réalisé une première coque, un premier moule en carbone qui était assez lourde, mais qui a permis néanmoins de la remonter au vent. C'est-à-dire quand on inclinait en fait la coque de 5 mm, bah, la planche prenait automatiquement sa carte de 5 mm, ce qui fait qu'il y avait une remontée et une réaction automatique. Pareil, pour faire le demi-tour, plutôt que d'avoir la coque qui se tord de gauche et droite et en fait qui déséquilibre en fait la navigation, on a pu avoir une coque qui était très réactive et qui permettait de mettre carrément en dérapage la planche et de la mettre de face en fait, de faire presque un 180 par rapport à la navigation qu'on avait avant. Donc le travail sur la coque était vraiment important. Ici on voit une coque qui est assez évoluée par rapport à des systèmes de largage, puisqu'il faut prendre différents critères qui sont le maintien de la personne, l'état médical de la personne, les sensations que la personne peut avoir en fait dans le support. Donc l'importance des groupes de travail est d'avoir effectivement des personnes handi qui vont être dessus, des formateurs de moniteurs, des fabricants qui vont nous aider, éventuellement des stratifieurs, mais également des coureurs professionnels pros. Donc vous avez des personnes comme Tom Hébert qui suivent le Tour mondial, le PKRA. Vous avez Bruno Sroka qui est intervenu hier. J'étais dans le team Cabrina, donc j'ai eu cette chance d'avoir été accueilli par Cabrina en 2005. Et donc Bruno Sroka a pu tirer les premiers bords sur ce châssis, donc assis. Donc c'est pas parce que Bruno Sroka a pu y arriver ce même jour. Fabienne Dortoli était là également. Elle n'a pas pu monter, elle s'est mise dans le châssis, mais elle n'a pas réussi à le stabiliser. Donc on peut être une personne valide, mais pas pour autant comprendre la gestion de basculement gauche-droite, puisqu'en fait la navigation sur ce type de support se fait uniquement par basculement des épaules, ce qui est le cas presque pour tous les types de glisse assises. Donc il a fallu que les personnes valides se mettent dans la peau d'un handi de manière à pouvoir gérer le support. À partir du moment où ce pas a été fait, la personne peut aller faire les tests. Et là où c'est très intéressant, c'est que pour ma part, puisque j'étais à l'initiative de ce type de navigation, je n'ai pas de sensation à partir du nombril. Ça veut dire que tous les chocs qui sont ressentis dans la planche, tous les mouvements de balancement, etc., j'ai aucun retour. Donc pour éviter en fait les fractures, les frottements sur le type de support, j'étais obligé de passer par des phases d'essai de personnes valides qui, elles, au retour de la navigation, ont pu faire un descriptif en fait des chocs répercutés dans leurs membres, etc. Des différentes choses qui font que l'aspect médical est important et qu'il faut le prendre en compte de manière à pouvoir le proposer sans que les autres personnes aient des risques. Donc ici on voit assez rapidement le travail qui a été fait par différentes personnes. Donc c'est un sujet, la navigation en kite solo, qui est assez prisé des kinés en formation ou d'ingénieurs en mécanique. Donc j'ai dû avoir peut-être 5 kinés qui ont fait des études sur la préparation d'une personne pour le châssis, quel type de pathologie, quelles sont les précautions à prendre pour tout ce qui est épaule, puisque de la manutention jusqu'à la mise à l'eau, en fait, ce sont principalement les épaules, les bras qui vont pouvoir gérer l'ensemble du support. Donc il y a une approche de la traumatologie au niveau du tronc supérieur qui est à prendre en compte de manière à pouvoir assurer une longévité de la pratique, le jour même ou je dirais sur plusieurs années. Donc ici vous avez les différentes interfaces qui ont été, pas les interfaces mais les points qui ont été abordés par un jeune ingénieur qui a travaillé dessus. Il y a des cotes également qui sont à respecter. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, ça serait trop long. Ici, c'est un diagramme phase qu'il a pu mettre en place pour voir un petit peu l'ensemble des points qui étaient à prendre en compte. Les types de matériaux, est-ce qu'on reste sur de l'alu, du carbone, est-ce qu'on fait un mixte, par exemple. Donc ça, c'était fait par un étudiant. Je vais avancer un peu plus. Il a fait de la modélisation sur ce qu'on avait déjà donc réalisé en aluminium. Donc voilà. Grosso modo, les personnes qui ont pu m'aider sur ce type de travail jusqu'à 2008-2009. Quand je vous disais que tout à l'heure, c'était surtout les rencontres qui permettaient de faire avancer les choses. En 2009, je rencontre JL Composite, Julien. C'est quelqu'un qui fabriquait des planches de kite avec de la fibre de lin. Et derrière ça, en fait, je rencontre Franck Provost, qui a travaillé sur des gros trimarans de course, qui est un ingénieur,
qui, lui, a fabriqué une machine qui permet de tisser la fibre de lin, de la rendre stable et de pouvoir la traiter comme de la fibre de verre ou de la fibre de carbone. Donc ces deux rencontres ont permis tout simplement d'aboutir à ce support. Beaucoup d'échanges, ils sont à Caen, beaucoup d'allers-retours pour finalement arriver à une modélisation qui a été faite par Franck Provost, qui est ici. J'ai plus que 2 minutes, je crois, donc je vais passer très vite. Donc voilà la modélisation qui change un petit peu la donne sur le premier châssis. Ce qu'il faut savoir, c'est que la relation dont on parlait tout à l'heure entre le pratiquant, l'ingénieur, les personnes, le pratiquant, mais les personnes, le groupe de travail qui va tester, autant personnes validées Andy pour faire des retours sur les tests, et puis ensuite la conception est assez importante. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a à chaque fois des incompréhensions. J'ai reçu 2 photos hier par SMS sur le prototype 2013 sur lequel on travaille pour faire baisser tout simplement les coûts et gagner sur du temps de fabrication. Et on se rend compte qu'il y a des données qui ont été présentées, que j'ai présentées à Franck il y a à peu près un an et demi, 2 ans, et qui ont été occultées parce qu'il reste vraiment dans son optique fabrication, résistance des matériaux. Et je lui dis, écoute, il faut qu'on discute au moins pendant 2 ou 3 heures, il va falloir qu'on reparte à zéro sur les problématiques de gestion de spatule avant, utiliser du macrolon, etc. Donc retravailler sur les matériaux, mais notamment sur la physiologie de la personne et la navigation. Donc il y a des problématiques de rangement aussi, de transport. Il faut savoir qu'un châssis est imposant si on le fait d'une seule pièce, si on veut pouvoir voyager, le mettre dans son véhicule. Si une personne Andy veut pouvoir le porter, être autonome avec, il y a des problématiques d'encombrement, des problématiques de poids. Donc ça, c'est des problématiques que le concepteur doit prendre en compte de manière à s'assurer que sa modélisation va permettre un démontage et un assemblage qui permettent autant une fonctionnalité sur l'eau, mais également un déplacement de ce matériel en autonomie pour la personne utilisatrice. En tout cas, ça faisait partie du cahier des charges et ça en fait toujours partie. Donc ça, c'est le châssis carbone qui est également aujourd'hui complètement démontable et qui permet de voyager. Ça, c'est un croquis vraiment basique qui explique en fait la stabilité et les points nécessaires pour assurer une totale sécurité dans la navigation, pour que ce soit du ski nautique ou même du kite. Hein. La problématique reste la même quand on est dans un châssis. Donc ce crowbar en fait a été confronté avec des centres de rééducation. Ça a été testé dans des bassins de manière à pouvoir assurer un retournement automatique en 4 ou 5 secondes. Donc différentes personnes dans le monde ont pu travailler sur ce type de positionnement de points, quel que soit le type de châssis. Hein, c'est pas je dirais la forme. Là, on travaillait vraiment pas sur la navigation, mais sur la sécurité, faire en sorte que dès qu'une aile tombe à l'eau, que le châssis soit plus ou moins stable parce qu'il est quand même emmené par l'aile qui reste scotchée sur l'eau suivant la force du vent et qui va avoir tendance à emmener le châssis de biais. Mais c'est surtout sur le largage de l'aile qui permet, une fois que l'aile est larguée, d'avoir un retournement automatique en moins de 5 secondes, de manière à assurer en fait à une personne qui a eu un choc par exemple tout simplement sur l'eau, si elle est inconsciente, d'avoir au moins les voies buccales à l'extérieur pour au moins assurer en fait la respiration. Donc on est sur de la pratique, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu plus élitiste, raison pour laquelle à la fédération on a décidé de suivre des initiatives qui se font maintenant en France et à l'étranger. Des châssis carbone comme ça, hein, il y en a eu 7 de fabriqués. Là, on va passer sur une autre phase de manière à pouvoir proposer un produit qui est quand même assez attractif. Le point d'honneur qui nous est donné aujourd'hui, alors Franck travaille lui sur sa modélisation par rapport aux performances, sur ce que je souhaite sur un châssis ultra rigide, une coque ultra rigide, de la légèreté. Ça nécessite derrière des tests. Il s'avère que les premiers tests, par exemple, ont pu se faire comment ça, à Caen. Et lors de la première navigation, le passage des vagues, tout s'est bien passé. 1 an après, lors d'une chute en avant, l'amortisseur s'est arraché, la patte de l'amortisseur. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le cahier des charges, moi-même, j'avais réfléchi uniquement à la navigation, au saut et à la réception, à l'encaissement des chocs. Mais on n'avait pas pensé à la chute. Quand on est dans une coque, en fait, vous avez tout simplement le corps qui va partir avec la coque, la planche qui va s'arrêter net dans l'eau, et donc un écartement qui va se faire. Et on n'a jamais pensé en fait à la chute et ce qui pouvait arriver au niveau des matériaux. Donc là, il y travaille justement sur l'arrachement en cas de chute au niveau des matériaux.
Donc voilà, grosso modo, les systèmes de positionnement qui ont été faits, les tests en bassin qui ont été faits avec des kinés, des médecins, toute une équipe médicale derrière de manière à assurer la sécurité des personnes. Ça, ce sont des systèmes de stabilisateurs, la coque. Je vais passer les images très rapidement parce que mon temps est terminé. Donc voilà les pièces qui sont sorties. Les tests qui sont faits chez Madea également, on fait des tests en simulateur. Voilà à peu près grosso modo ce que ça peut donner. Je vous l'ai fait assez rapide. Et c'est mieux de tester au chaud puisqu'effectivement, contrairement aux personnes valides, il faut savoir qu'on a des problèmes d'hypothermie. Donc à cette saison, je ne peux pas me mettre à l'eau, je ne peux pas faire de test, même avec une combinaison sèche. Donc ce qui veut dire que dans un programme de recherche, ça retarde complètement déjà, je fais ça à titre bénévole, donc c'est plutôt à titre de passion, mais ça retarde énormément en fait le travail en fait derrière de conception et puis de modélisation. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop rapide. On n'a jamais assez de temps pour parler de ce qui nous passionne. Puis je vais laisser la main à mon successeur.